Bonsoir à toutes et à tous. On va finir cette journée par un entretien avec Karine Thuil, qui est auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, dont toute une série de romans importants, parce qu'ils prennent en charge notre époque, ces grands questionnements, que ce soit la question des migrants, la question des rapports de violence entre les sexes, que ce soit la question de la guerre et tous nos dilemmes contemporains, à la manière dont un rock l'a fait, notre difficulté, nos hésitations, nos basculements dans nos manières de penser le monde sont, je crois, mis en scène, analysés, dépeints, pensés par le travail de Karine. Et je crois qu'à travers ces grandes problématiques, celle de la violence a pris dans son œuvre un tour tout à fait particulier, puisqu'elle a consacré en 2022 un roman, La décision, à la figure d'un juge antiterroriste et à son travail. Et ce sera autour de ce texte-là, mais de manière générale, autour de cette question de la violence que nous allons échanger, la manière dont la littérature peut la dire, la poser, la penser, la verbaliser, la mettre en scène, de manière souvent très, très dialectique. Quelque chose qui caractérise ton œuvre, c'est vraiment toujours de peser le pour et le contre, de montrer que nous sommes face à des dilemmes moraux en permanence et que franchir quelque chose d'extrêmement difficile. Et ces dilemmes moraux sont au cœur de la décision, qui est au fond le récit, comme son nom le dit, d'un dilemme moral, comme les pour la question des violences sexuelles, des choses humaines, qui est aussi une question judiciaire, une question d'un dilemme moral. Donc, ma première question, et peut-être tu peux nous dire un peu au fond, qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu représentes dans la décision, c'est comment cette question du terrorisme, de la série d'attentats que la France a connue 2015 et même avant avec Toulouse, qui rentrait dans ton œuvre, qui rentrait dans nos vies. Ça tient à ma conception même de la littérature. J'écris vraiment pour questionner et comprendre. Écrire me permet de mettre en mots mes propres angoisses. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on avait été confrontés tous collectivement à cette violence. Mais j'avais envie de comprendre aussi comment fonctionnait le monde judiciaire aussi autour de cette question, de cette violence-là. J'avais travaillé sur les choses humaines auparavant, comme vous l'avez dit, et j'avais passé beaucoup de temps aux assises pour assister à des procès pour viol. Donc j'avais rencontré beaucoup d'avocats pénalistes et un président de cour d'assises. Et j'ai voulu travailler de cette façon pour la décision, mais au départ, c'était vraiment juste, encore une fois, presque une curiosité citoyenne. J'ai eu envie de comprendre comment travaillaient les juges d'instruction antiterroriste. Il me semblait que c'était des personnages qui connaissaient très peu le travail. Et c'est vrai qu'il y a peu d'éléments, même dans la presse, puisque ce sont des hommes et des femmes de l'ombre qui d'habitude ne s'expriment pas du tout. Ils sont quand même aussi soumis à un secret professionnel très étroit. Et je dirais que je ne savais absolument pas où allait me mener cette quête. Donc j'ai envoyé un courrier à la coordonnatrice du service à l'époque. Et elle a mis un certain temps à me répondre. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'elle connaissait mon travail. Et donc elle a accepté de me rencontrer, mais absolument sans savoir ce qui allait se passer. Et ça a pris du temps. C'est-à-dire que voilà, on s'est apprivoisé, elle m'a fait confiance. Donc il y avait déjà ce livre sur le monde judiciaire qui était peut-être pour eux un gage ils savaient que j'allais pas les trahir. Et je suis juriste de formation. Avant, eux disent que non, mais moi je pense que ça a joué aussi dans leur acceptation, dans leur collaboration.
Et donc voilà, ça a été une aventure littéraire et humaine, parce que je pense que c'est une matière à laquelle on n'est pas confronté sans être profondément ébranlé. C'est sans doute le livre qui a été pour moi le plus difficile à écrire, pour différentes raisons qu'on va sûrement évoquer. Et d'abord, voilà, parce que c'était un univers qui était très, très difficile de percer. Pour un tout petit retour en arrière, la question du terrorisme était déjà présente derrière le récit que tu faisais de l'engagement d'un soldat en Afghanistan, puisque c'était le 11 septembre qui était derrière. Oui, et même avant, dans l'invention de nos vies, où même si c'est un élément romanesque qui intervient vers la fin, il y avait déjà cette question du terrorisme. J'avais vraiment envie de comprendre en fait, ce qui pouvait mener quelqu'un qui était né en France, qui avait grandi dans ce pays, un jour à se retourner contre les siens. Qu'est-ce qui d'ailleurs déjà pouvait le pousser à partir? Donc ça, c'était plutôt dans la décision avec un départ en Syrie. Et c'est vrai que cette question du passage à l'acte, c'est bon, plus largement la question du mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va basculer de l'autre côté? Bon, c'est une question que je portais en moi sans doute aussi très profondément parce que bon, moi je suis issue d'une famille juive. Et donc déjà, quand on découvre, moi j'ai découvert quand même assez tardivement l'histoire de la Shoah, on est confronté déjà très jeune à cette incompréhension face au mal. Comment le nommer, comment le comprendre, c'est absolument... ça reste une expérience de la souffrance, je dirais, ontologique, c'est-à-dire ça fait partie ça faisait partie de mon être et de ce que pouvaient ressentir d'autres personnes confrontées à une histoire tragique. Et donc cette obsession non pas de comprendre, mais d'essayer d'appréhender ce passage à l'acte, le mal, était assez obsessionnel. Enfin, je suis portée depuis très longtemps. Et peut-être que là, c'est cristallisé à la fois donc, dès le 11 septembre. Mais beaucoup de personnes pensaient que le 11 septembre, on ne pouvait pas écrire à chaud sur ce qui s'était passé, qu'il fallait un certain temps pour pouvoir appréhender cette matière. Et c'est vrai que voilà, j'ai écrit ces livres plus tardivement parce que c'était le moment, mais avant, je ne me sentais pas capable de le faire. À quel moment tu as senti que c'était dans le climat français qui a mis du temps, hein, Denis le rappelait, moi j'ai traité là-dessus, du temps à oser la fiction. À quel moment tu as senti que tu pouvais faire un roman qui traitait de ça et puis que tu pouvais ouvrir l'enquête, aller voir les juges, parler vraiment au plus près du terroriste? Très bonne question, parce que à aucun moment je ne me suis sentie ni prête, ni légitime. C'est-à-dire que ça a été une angoisse constante. D'abord parce que en fait, je me sentais une obligation enfin, les difficultés, elles jalonnaient tout le parcours d'écriture, à la fois cette rencontre avec les juges d'instruction, comment ne pas les décevoir, comment ne pas les trahir. Il y avait aussi le rapport aux victimes. Je n'avais pas été confrontée directement à des victimes, mais j'avais une amie dont la sœur avait été assassinée en Afghanistan. Et donc, elle m'avait beaucoup parlé de son parcours de souffrance. Et là aussi, ça a été... quand on travaille en tant que romancier sur cette matière à la fois politique, humaine, qui incarne, qui cristallise beaucoup de souffrances collectives, on se sent très fragilisé, on se sent vulnérable, on a peur, c'est une zone de risque. Je dirais que la littérature est par nature une zone de risque, mais sur ce sujet-là, le risque, il était constant et il ne m'a jamais quitté du moment où j'ai envoyé cette lettre à cette juge antiterroriste jusqu'à aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, je sais à chaque fois la difficulté d'aborder ce sujet. Par exemple, le livre est beaucoup traduit à l'étranger. À chaque fois, c'est compliqué, même quand on traduit mes propos, j'ai toujours peur qu'ils soient déformés, que ce soit mal interprété, parce qu'il y avait vraiment ce désir d'être au plus juste et de ne blesser personne.
dans ces scrupules, il y a un certain nombre de choix hein, dans la décision, du point de vue, du fait que tu ne représentes pas directement la série d'attentats de 2015. Tu t'es construit une sorte d'éthique de la représentation. Comment tu- Oui, tout à fait. Je ne voulais pas décrire un attentat. Et cette question est intéressante parce qu'en ce moment, je travaille sur l'adaptation cinéma de la décision. Et la première, donc j'ai eu des propositions de réalisateurs. Déjà, j'ai évincé tous ceux qui voulaient représenter l'attentat de manière spectaculaire. J'ai dit non, on ne va pas faire du tout du cinéma à partir d'une tragédie, même si ça reste une fiction, mon roman, je ne veux pas. Et c'est très intéressant parce que là, je travaille avec donc une société de production qui s'appelle Why Not Production, qui fait beaucoup de cinéma d'auteur, qui produisent Ken Loach, notamment des Pléchins. Et eux, c'était, on est en cours d'écriture, on finit bientôt le scénario, et c'était une obsession qui était constante avant même que le projet ne se concrétise, c'est-à-dire on ne veut absolument pas faire un film racoleur, faire quelque chose de sensationnaliste. Le projet, c'était vraiment d'être au plus près du fonctionnement de la galerie antiterroriste, le travail d'une juge antiterroriste, mais évincer complètement justement cette représentation qui pouvait être perçue douloureusement par des victimes, et y compris aussi par ces juges, parce qu'eux sont confrontés quand même à cette souffrance au quotidien. Et d'ailleurs, ce qui a été quand même assez aussi intéressant humainement dans cette aventure, c'est que au départ, les juges d'instruction vous parlent de la façon dont ils travaillent, dont ils mènent leurs instructions, mais évidemment, ils ne vous parlent pas de ce qu'ils ressentent, eux, dans leur intimité, quand ils sont confrontés aux attentats, à la douleur des victimes. Et au bout d'un certain temps, ils m'ont raconté ce qu'ils ressentaient. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs le jeu dans le livre, parce que j'avais eu accès à leurs interrogations profondes, à leurs doutes. Et là, c'est assez extraordinaire parce que on voit aussi à quel point c'est difficile. C'est difficile pour eux. Beaucoup m'ont dit à quel point ces expériences au sein de l'antiterrorisme les avaient abîmés. C'était le terme qu'ils employaient. Et ça, j'ai essayé vraiment de retranscrire dans le roman. Et tu as souhaité te situer comment par rapport à l'histoire de cette campagne terroriste? Explique-nous un peu comment tu l'as reprise sans forcément donner de vrais noms. Comment tu as réussi à trouver la bonne position? Déjà, je savais que je ne voulais pas faire d'allusion aux attentats réels. Je ne voulais pas. C'était une fiction, mais je savais que je manipulais une matière qui pouvait être un combustible inflammable. Et encore une fois, il y avait vraiment le désir aussi de ne pas blesser les victimes, les parties civiles, les gens qui liraient aussi le texte après. Donc, j'ai travaillé avec 5 juges d'instruction antiterroriste. Et mon ambition, c'était vraiment de montrer comment on mène un interrogatoire et de suivre aussi les parcours de djihadistes à travers les interrogatoires. Donc, pourquoi ces gens partent, quand ils reviennent, donc tous ces questionnements sur les combattants, ce qui s'est passé en Syrie, en fait. On avait peu d'éléments et je trouvais que l'exercice de l'interrogatoire, l'intégrer au roman, pouvait être intéressant aussi, même du point de vue documentaire. Donc, j'ai vraiment été au plus près, comme pour les choses humaines, chaque élément du roman, même si ça reste un roman, est quand même au plus près du réel. Donc il y avait vraiment ces deux axes, essayer de savoir ce qui se passait dans la tête de quelqu'un qui décidait de partir ou de commettre un attentat, et être au plus près de l'état d'esprit d'un juge d'instruction antiterroriste.
Alors justement, revenons sur ces deux points qui ne posent pas les mêmes problèmes d'éthique narrative. Le premier, alors, commençons par le djihadiste. Hein, comment on fait pour entendre leurs paroles avec le type de sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce type de choix de vie, et j'imagine l'extraordinaire horreur que ça suscite. Et je ne vais pas dévoiler la fin de ton récit, pas tellement qu'un au pardon, en te disant donc, comment on fait pour attribuer une part d'humanité et trouver leur donner une parole qui ne soit pas une reconnaissance, une justification, un éclaircissement, parce que tu donnes leurs arguments, tu les fais parler quand même, et on entend leur point de vue. Donc comment on leur accorde un point de vue? Ben là encore, les juges m'avaient raconté comment ils menaient des interrogatoires et c'est souvent les mêmes questions hein, qu'ils posent d'une personne à une autre. Donc déjà, je savais comment se déroulait une instruction, quelles étaient les questions qui revenaient systématiquement. Après, la difficulté, c'était effectivement de penser les réponses des personnes qui étaient de retour de Syrie. Bon, là, j'ai travaillé de différentes façons. D'abord, j'ai suivi des vraies affaires, j'ai assisté à des procès pour terrorisme, et notamment au procès Mera en appel, mais aussi à d'autres, il y a l'affaire Reda aussi que j'avais suivie. Et puis, j'ai assisté pendant à peu près 1 an et demi, il y a eu des cours à Ulm, à l'école normale d'Ulm, dans le séminaire avec Hugo Micheron, Bertrand Rougier, dans le séminaire de Gilles Kepel. Voilà, donc là, il y avait beaucoup de matière, et notamment, c'est vrai que le travail d'Hugo Micheron, qui lui avait eu des autorisations des juges pour rencontrer des personnes détenues, ça a été une source intéressante. Moi, je n'ai pas rencontré des personnes détenues. Par contre, j'ai rencontré beaucoup d'avocats de djihadistes. Donc là aussi, qui, comme dans les choses humaines, m'ont énormément aidé à avoir accès à leur parcours. Bon, même si après, c'est jamais la même chose que d'être confronté directement. Et de toute façon, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc ça reste toujours un très très grand mystère. Et j'ai essayé dans ce livre, comme dans les choses humaines, de travailler beaucoup sur ces ambiguïtés, justement, parce que on voudrait parfois être confronté à des visions binaires, en fait, et on voit à quel point c'est difficile. Moi, je l'avais vraiment vu au moment des choses humaines. À l'audience, parfois, vous êtes déstabilisé par les personnalités des accusés, donc je voulais décrire aussi ce trouble. Et puis dans ce livre, je voulais aussi aborder la question très très délicate de la taquilla, de la dissimulation, puisqu'à l'époque, il y avait eu le drame de l'église, des prêtres qui avaient été égorgés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà. Et cette affaire avait été très marquante parce que justement, c'était un jeune qui était sous contrôle judiciaire au moment où le drame s'était produit, comme dans mon livre. Donc j'ai pensé que c'était aussi un ressort narratif intéressant, c'est-à-dire que quand vous êtes juge d'instruction antiterroriste, ce moment où vous devez prendre la décision de placer quelqu'un sous contrôle judiciaire, même si c'est bien sûr le juge des libertés après qui prend cette décision finale, vous avez potentiellement la capacité de prendre une décision qui va avoir un impact sur la sécurité de la nation. Donc, sont des enjeux moraux et des dilemmes très, très profonds que j'ai voulu aussi raconter dans ce livre. Et quand on pose ton livre, il y a une phrase qui me frappe, c'est Pierre Michon qui dit ça, les grandes œuvres ajoutent à l'opacité du monde. Les grandes œuvres sont opaques, elles ajoutent à l'opacité du monde. Et effectivement, on a encore plus d'opacité sur le fonctionnement de la humaine quand on a fini de te lire. Hein, parce que... On n'a pas de clé. D'ailleurs,
le livre ne me donne absolument aucune clé de compréhension. C'est-à-dire que j'ai commencé ce livre avec un questionnement et j'ai fini l'écriture de ce livre avec les mêmes questionnements. D'ailleurs, comme pour les choses humaines, et à mon avis, tous les gens qui malheureusement ont traversé ce genre d'épreuve sont confrontés à cette même difficulté, c'est-à-dire comment c'est possible, comment ça arrive, comment expliquer ce passage à l'acte, cette barbarie. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur la tentation du saccage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un est mu par ce désir de détruire, parce que on constate ce gâchis, enfin, ces vies détruites par le terrorisme. Et surtout, on est déstabilisé parfois par les motivations. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup aussi choqué quand j'ai travaillé cette matière, c'est que parfois, vous êtes face à des gens qui disent, par exemple, dans des échanges, j'ai envie de décapiter LOL, et l'autre qui répond, vas-y, décapite-le, mort de rire. Enfin, c'est des échanges de SMS ou des choses comme ça, des pièces réelles, hein, parce que c'est des choses que j'ai entendues à l'audience, donc qui ont été lues par le juge. C'était des vraies pièces que je vous parle, mais on est saisi par à la fois la bêtise et la violence qui est incarnée dans ces pièces-là. Et donc, j'ai essayé d'approcher cette question, mais encore une fois, je n'ai toujours pas la réponse. Et je pense que toute ma vie, je vais écrire sur cette question sans avoir la réponse. Mais on a l'impression que tu ne crois quand même pas beaucoup à la rédemption et à l'efficacité du système judiciaire, puisque dans ton roman, il se trompe, hein. Est-ce que tu as une vision totalement pessimiste de notre capacité à accompagner ces soi-disant repentis, ou dans un retour à la société commune? Ça dépend s'il y a eu un passage à l'acte ou pas. Enfin, je pense que s'il y a eu un passage à l'acte, c'est difficile. La reconstruction, à mon avis, est difficile. Par contre, j'ai eu beaucoup de discussions avec des juges sur des parcours de jeunes qui étaient partis en Syrie, qui n'avaient pas été des combattants et qui revenaient en France. Comme par exemple les femmes, par exemple aujourd'hui, qui peuvent revenir avec leurs enfants. Certains, beaucoup d'ailleurs, pensent que oui, il y a une réparation possible, il y a une reconstruction possible, que peut-être le cycle de violence va être interrompu. Mais quand vous avez des passages à l'acte, sincèrement, c'est difficile. C'est difficile pour moi de parler de ça parce que c'est vrai que quand on a passé beaucoup de temps dans cette noirceur-là, on a du mal à être optimiste. Et en plus, on le voit malheureusement autour de nous aujourd'hui, pas seulement en France, hein, partout, comment le terrorisme a contaminé toutes nos sphères d'action. Enfin, c'est vrai que là, vous m'interrogez à un moment où on est encore confronté à cela. Donc, c'est très difficile parce qu'on a l'impression d'être sans cesse renvoyé à cette barbarie. Et parlons un petit peu du juge maintenant. Ce juge ou ces juges, parce qu'il y en a pas, en tout cas, il y a plusieurs acteurs du système judiciaire qui apparaissent, ils sont une dizaine. Euh, quel pouvoir, quelle limite, quel sentiment tu as eu aussi à assister au procès, à les rencontrer Alors moi, j'ai rencontré donc essentiellement des juges d'instruction, donc ils instruisent les affaires et j'ai assisté seulement à quelques procès et j'ai pas discuté avec, si j'avais discuté avec un président de cour d'assises de l'affaire Mera, mais sinon j'ai surtout eu affaire à des juges d'instruction terroristes. C'est vrai que ils mènent ces enquêtes, ils mènent ces interrogatoires, mais évidemment, même ils agissent en toute indépendance, leurs pouvoirs sont quand même limités. Après, la peine est prononcée par le juge après, au moment du procès. C'est vrai que je pense que c'est un choix que l'on fait vraiment par vocation. Alors souvent, certains ont rejoint le service après les attentats de 2015.
justement parce qu'ils ont été tellement ébranlés par ce qui s'était passé qu'ils ont postulé, qu'ils ont eu envie de servir l'intérêt général. C'est vrai que c'est quelque chose qui revenait dans leur discours, le désir de se rendre utile et d'essayer de participer à cet élan collectif-là. Mais c'est vrai que ça reste extrêmement difficile. Chaque juge a une quarantaine de dossiers et chaque situation, c'est une confrontation avec les douleurs, parce que vous pouvez avoir dans votre bureau l'auteur d'un attentat et après les victimes ou des familles de victimes. Donc il faut aussi passer d'un extrême à l'autre. Et je crois que du point de vue moi, j'aime bien travailler sur la condition humaine, sur cette matière-là, sur la vulnérabilité humaine. Et là, on est vraiment au cœur de la fragilité humaine. C'est-à-dire que même quand, par exemple, il mène un interrogatoire de quelqu'un qui est passé à l'acte, on dit à quel point, là aussi, c'est une épreuve d'être confronté au mal absolu de quelqu'un qui jouit presque de vous raconter les horreurs qu'il a pu commettre. C'est quelque chose d'effroyable et on n'en a pas la mesure. Donc j'ai essayé à travers ce roman de faire prendre conscience au lecteur aussi de ce que vivent les juges. Voilà, c'est vrai que les personnages dont on entend rapidement parler, il n'y a pas grand-chose sur. Enfin, pas, ils ne s'expriment pas. Il y a une Marc Trévidic, oui, qui s'est exprimé, mais il est seul. Tu parles dans la décision de juge d'instruction, mais tu as assisté tu disais, à l'appel de la caméra. Quel sentiment tu as eu comme écrivain, puisque demain, Yannick Enel viendra parler de la manière qui a assisté au procès de 2015. Noël Carrère s'excuse, il n'a pas pu venir, il en est tout à fait désolé. Quel sentiment tu as eu comme écrivain devant ces machines à fabriquer une catharsis? Alors, ce qui m'avait beaucoup marqué dans l'affaire Mera, c'est qu'en réalité, c'était une histoire familiale de la violence. Et ça aussi, c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. Qu'est-ce qui mène à cette violence? Et dans l'affaire Mera, par exemple, ça m'avait beaucoup marqué parce que ça a été très peu relevé. Mais la sœur était venue témoigner et il avait été raconté au début de l'audience que je ne sais pas si c'était le premier bébé, enfin un des enfants de la grand-mère, qui était une fille, aurait été tué à la naissance parce qu'elle était fille. Et il racontait que c'était un secret de famille dont on ne parlait pas, dont on n'avait jamais eu de preuve. Et je me souviens que un avocat m'avait dit, en fait, il s'est joué quelque chose là, dans ce secret de famille-là, déjà une histoire de la violence. Un enfant aurait été tué et il y avait un secret autour de cette mort. Et puis peu à peu, au cours de l'audience, on découvrait comment ils avaient grandi dans la haine de la France. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer, parce que moi, je suis fille d'immigrés, et j'avais été élevée j'allais dire dans l'amour, mais je pourrais même dire dans l'adoration de la France. Et ça c'était très visible au procès Mera, parce qu'on avait il y avait Latifa Ben Ziaten, la maman du soldat qui avait été assassiné, et il y avait la mère d'Abdelkader Mera, de Mohamed Mera. Et c'était vraiment deux parcours, mais totalement opposés. Et il y avait d'ailleurs un article très intéressant dans Le Monde à l'époque du procès sur les réactions de ces deux femmes au procès. Et quelque chose, là aussi, se jouait là, qui était intéressant à raconter pour un romancier. Parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, la haine de la France. Or, ce sont des jeunes qui sont nés en France. Et ça, du point de vue personnel et citoyen, ça m'intéressait de raconter ce basculement. Donc, c'est vrai qu'à l'audience, il y a des éléments qui se révèlent, qui se dessinent. Et pareil, je me souviens au procès Reda, là, c'était un jeune homme qui était parti en Syrie, mais il avait un beau parcours en France, il avait un bon travail, il avait une petite amie. Je me disais, mais qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune homme à partir en Syrie?
lui, en plus, son histoire était quand même assez intéressante et je m'en suis servie pour mon livre. C'est qu'en fait, on avait raconté qu'il il faisait peut-être partie de ceux qui avaient été pressentis pour commettre les attentats du Bataclan. Il était rentré 2-3 mois avant les attentats. Et finalement, lui n'avait pas participé, mais les juges voulaient savoir justement jusqu'à quel point il savait que des choses avaient pu se produire. Parce que quand il était arrivé, il avait dit, et ça a été rappelé à l'audience, on lui avait dit de taper des salles de concert. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous avez l'histoire quand même à l'audience, vous avez l'histoire en marche, quoi. Vous avez quand même accès à l'origine de la violence. Donc, pour comprendre, il fallait passer aussi par toutes ces ramifications, toutes ces portes d'entrée pour accéder à la réalité de cette violence. Y compris d'ailleurs les victimes et les familles victimes. Moi, j'avais notamment parlé avec Samuel Sander, qui avait perdu en 2012 son fils et ses petits-enfants. Et c'est un homme en plus qui était très touchant. Alors lui, il était là tous les jours à l'audience. Et puis, il avait envie de parler, de raconter ce qu'il avait ressenti. Et quand même la façon dont il m'avait raconté comment il avait appris le drame et sa solitude. Et c'est vrai que voilà, j'ai essayé de toucher au plus près le sujet par différents biais pour. Là, bon, là, on a parlé de l'événement lui-même, on a parlé du djihadiste, on a parlé du juge. Et effectivement, la victime, comment elle est présente et comment on arrive à lui faire une place qui ne soit pas usurper sa place, se tromper. Comment j'imagine que ça doit être quelque chose qui est infiniment délicat pour une écrivaine. Moi, j'avoue que je n'ai pas voulu rencontrer des victimes à part qui m'intéresse, parce que c'était une fiction. Et je pense que ça aurait été inopportun et malvenu et gênant d'interroger des personnes qui avaient souffert dans leur chair du terrorisme pour écrire une fiction. Donc là, les juges m'ont parlé et j'ai parlé, voilà, j'avais 2 personnes qui avaient perdu des proches dans des attentats, mais interroger des victimes, donc j'ai eu beaucoup de témoignages, mais interroger des victimes directement quand on fait une fiction, il y avait quelque chose qui m'était insupportable. Pour évoquer un petit peu le paysage dans lequel ton travail s'inscrit, est-ce qu'il y a d'autres textes, aussi bien des textes de témoignages ou des fictions sur le terrorisme dans le paysage français qui ont compté ou dont tu aimerais dire un mot, qui t'ont semblé aussi être d'autres voies de parler de la question? Est-ce qu'il y a des textes qui retiennent ton attention dans ce qui s'est publié depuis 2015? Oui, vous avez cité Yannick Enel et Emmanuel Carrère, qui sont des auteurs que j'ai lus et mon travail m'a beaucoup intéressé, en particulier ce qu'a fait Yannick Enel au moment du procès Charlie Hebdo. Enfin, je lisais ses chroniques et ce que j'avais vraiment aimé, c'est que là encore, il racontait la vulnérabilité de la condition humaine. Pour moi, c'était ça, à chaque fois. Ces chroniques. Et c'est vrai que je crois que tant qu'on peut lire sur ces sujets, mais tant qu'on n'a pas été confronté vraiment à cette réalité-là, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas la décrire. De la même façon que quand j'ai travaillé sur l'insouciance, c'était dans le milieu de l'armée en particulier, j'avais rencontré des soldats de retour d'Afghanistan. Je me souviens qu'au départ, j'avais travaillé simplement sur des documents. Donc, j'avais lu beaucoup de livres sur le sujet. Et puis, évidemment, je me suis dit, je vais rencontrer un psychiatre spécialisé dans le syndrome de stress post-traumatique parce que c'était ça mon sujet. Et lui, il m'a dit, il faudrait que vous rencontriez des soldats. Et il m'avait fait rencontrer des soldats par le biais des rencontres militaires blessures et sport.
Et alors là, enfin, vous avez face à vous des jeunes de 20 ans, tétraplégiques, amputés, et qui en plus ont envie de raconter ce qu'ils ont vécu à un écrivain. Parce que c'est vrai que l'écrivain est mieux accueilli, je crois, que le journaliste. Parce que d'une certaine façon, on témoigne pour eux et ça a été une expérience vraiment très très forte du point de vue humain. Et, euh, et donc j'ai compris que voilà, on ne pouvait pas raconter de l'intérieur des sujets aussi sensibles sans se confronter aussi à cette réalité contemporaine de la violence. Dans ton travail de romancier, personne ne t'a dit bah, ça c'est indicible, ça j'ai pas envie, ça vous n'avez pas en parler, vous ne pouvez pas en parler, tu n'as jamais été, ou je ne veux pas, c'est pas la place d'un romancier. La littérature et l'écart fictionnel que tu produis a toujours été accepté, y compris à la lecture. Est-ce que tu as des réactions peut-être par rapport à tes textes? Tu as le sentiment que le geste fictionnel qui déplace les choses, qui les renomme, qui évoque des attentats qui ne sont pas exactement ça, tu as l'impression il est acceptable maintenant, dans un moment où il y a quand même beaucoup de témoignages sur une autre forme de littérature, mais qui ont tendance à réduire la distance que tu continues à vouloir mettre par rapport au réel. Alors, c'est intéressant. Il a été totalement accepté en littérature, mais quand j'ai travaillé justement sur l'adaptation cinéma, les producteurs m'ont expliqué que le rapport à l'image n'était pas du tout le même que le rapport au mot, et qu'on n'avait pas, il y avait beaucoup plus de précautions à prendre parce que on est confronté à si vous voulez, quand on écrit, il y a aussi l'interprétation, la perception, le ressenti du lecteur qui va imaginer les choses, qui va les percevoir à sa façon, à travers son prisme. Alors qu'au cinéma, l'image, elle vous est donnée et il y a une violence de l'image. Et donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. J'avais très très peur, pour être tout à fait honnête. Je ne savais pas du tout comment le livre allait être reçu. Je ne savais pas comment les juges avec lesquels j'avais travaillé allaient lire le texte. Donc j'avais peur, mais je crois que ça fait partie du travail aussi de l'écrivain. Si on écrit sans peur, c'est que le livre, enfin, pour moi, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de mise en danger, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de livre. Mais ça ne veut pas dire qu'après, évidemment, on publie sereinement, on ne publie jamais sereinement. Et le livre a été bien accueilli, peut-être parce que, comme pour les choses humaines, j'ai vraiment travaillé la matière au plus près du réel. J'ai vraiment essayé d'être au plus près. J'ai passé du temps pour que chaque détail soit enfin, même si c'est une fiction, je ne crois pas qu'il y ait des artifices. Après, il y a des ressorts romanesques, évidemment, parce que ce n'est pas un document. Et je ne voulais absolument pas Il y a une écrire histoire un essai. d'amour. Voilà, il y a une histoire d'amour familiale. assez improbable entre un juge et un avocat. Bon, ça les a fait sourire. Il y a, la description d'un attentat fictionnel. Donc évidemment, mais qui pouvait aussi faire penser à un véritable attentat, puisque c'était dans une boîte de nuit, bon, je pensais aussi que je crois que la littérature, c'est aussi un moyen, comme j'ai dit au début, de comprendre des choses qui nous échappent dans la société. Donc, pour le lecteur, je sais que pour certains lecteurs, et notamment par exemple pour les jeunes lecteurs aussi, je l'ai vu pour les choses humaines et je l'ai vu pour la décision. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui lisent mon travail. Je sais que pour eux, c'est une façon de comprendre ce qu'ils ont vécu, parce que souvent les jeunes, enfin là j'enseigne à Sciences Po pour un semestre, et ils sont très marqués par les attentats de 2015, très très marqués, ils sont très traumatisés, ils en parlent beaucoup. Et donc la littérature peut être aussi un moyen de mettre en mots une souffrance collective, parce que ça reste une expérience de la souffrance collective. Moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas été ébranlée très profondément par ce qui s'est passé. Alors, on va donner la parole aux échanges avec la salle. Peut-être quand même une dernière question
tu connais très très bien la littérature américaine, tu connais aussi bien la littérature israélienne. Si tu devais un petit peu comparer les textes produits sur la question du terrorisme, est-ce qu'il y a des textes à l'étranger qui ont compté pour toi ou pas forcément? Est-ce que tu t'inscris uniquement dans un champ plus français? Alors, c'est vrai que ce que j'avais, bon, enfin, je me sentirais plus proche de ce que peuvent faire des Américains, parce que souvent, la littérature américaine, il y a une grande part, effectivement, de romanesque. Dans la littérature israélienne, dans certains témoignages que j'avais lus, c'était souvent inspiré de situations vécues, de situations réelles. Et souvent, les auteurs eux-mêmes avaient soit été victimes d'attentats, soit j'avais lu un texte qui m'avait beaucoup marqué, Beaufort, qui avait été écrit par un soldat. Donc, sans doute, c'est des approches différentes parce que selon l'histoire et les traumatismes des pays, n'avait pas la même approche. Merci. Karine, peut-être on va passer à des échanges avec la salle ou avec les gens qui sont présents sur Zoom. Pas des questions sur Zoom pour le moment. Oui. J'ai une question. Peut-être une idée reçue voudrait que dans ce cas de figure, la réalité l'emporte sur la fiction. Voilà une idée reçue. Qu'est-ce que vous diriez par rapport au corpus sur lequel vous avez travaillé C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette écriture du réel, c'est-à-dire que de me dire évidemment que la réalité est toujours plus forte que la fiction, mais que on peut aussi essayer d'appréhender ou de comprendre une réalité qui est trop brutale ou trop douloureuse ou par le biais de la fiction. Je crois à la fiction et à la littérature comme force de débat, donc comme outil démocratique, et aussi comme force de changement social. Et que je suis convaincue que, c'est pour ça que je vais beaucoup, enfin, souvent dans les classes, ou que je rencontre, j'aime bien les échanges, parce qu'il me semble que par le biais de ces échanges, on peut faire aussi évoluer les mentalités, les jeunes générations sur ces questions-là, parce que euh, le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de, surtout pour les jeunes générations, il y a beaucoup de débats qui ne s'opèrent aujourd'hui plus que par, et je ne peux même pas employer le terme de débat d'ailleurs, d'opinion, par le biais des réseaux sociaux. Et pour moi, enfin, de plus en plus, on tend à évincer tout ce qu'il y a de tout le pluralisme, la démocratie, tout ce qui est le plus démocratique dans notre système. Et la littérature rend les choses encore possibles. Donc, même si la littérature a ses limites, la littérature du réel a quand même un pouvoir euh, de changement. Là, je suis optimiste, mais en tout cas, oui, un pouvoir d'échange, qui est porteur d'un élan démocratique. Et donc, il faut quand même. Le cinéma aussi a encore ce pouvoir-là, je crois. Et pour moi, c'est vraiment des vecteurs intéressants parce que on a beau dire, souvent les gens disent les jeunes ne lisent plus. Moi, je suis peut-être qu'ils lisent moins, mais en tout cas, quand un professeur leur dit on va étudier un texte en classe et on va en discuter avec l'auteur, je vous assure, à chaque fois, j'ai été impressionnée par la teneur des questionnements, par la puissance, la profondeur de leur questionnement. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut changer les choses. Aussi, je crois quand moi, je conseille beaucoup aux gens d'aller à l'audience. Parce que le tribunal est une sorte de micro-société. Et il reflète les dysfonctionnements de notre société, à tous les niveaux. Et donc, c'est une micro-société qu'il est intéressant de montrer. En plus, c'est l'accès libre. Moi, je dis souvent aux gens, allez à l'audience parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine, sur
notamment par exemple sur les questions de consentement et de viol. Moi, c'est en allant à l'audience que j'ai compris des mécanismes que je ne saisissais pas avant et qui m'a permis après plus tard d'aller dans des facs, dans des universités et de discuter avec des jeunes sur ces notions-là. Parce que certains ont des avis très binaires, très tranchés. Donc, ce qui m'a frappé dans votre travail, pardon, mais aussi dans plein d'œuvres, parce qu'on parle beaucoup de la justice dans des films, dans des livres, enfin, c'est un sujet qu'on lit beaucoup, enfin, qu'on voit beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail, un rapport au langage entre le juge et l'écrivain qui est un peu commun, dans le sens où on cherche, alors même si Pierre Michon dit que les œuvres ajoutent de l'opacité au monde des grandes œuvres, je pense qu'il y a quand même cette espèce de maïeutique qui est faite par le juge, un peu comme l'écrivain, de faire droit à la parole de ceux qui n'arrivent pas parfois aussi à la prendre. Est-ce que vous avez senti Construire un récit, en fait. construire un récit, exactement. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai complètement ressenti, parce que le travail du juge d'instruction, c'est la manifestation de la vérité. Et il me semblait que l'écrivain, d'une certaine façon, c'est aussi son rôle. Alors, d'une vérité, parce que comme disait Nietzsche, il n'y a pas une vérité, des perspectives sur la vérité, mais on est dans cette même quête. Et par ailleurs, moi, depuis quelques années, je fais quand même un vrai travail de reconstitution et de restitution, qui est aussi, d'une certaine façon, le travail du juge d'instruction, qui mène une enquête, qui reste au plus près de la réalité des interrogatoires, des confrontations, et avec les enquêtes de personnalité, enfin tout ce qui construit aussi dans un dossier, c'est ce que fait un écrivain. Et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle ce travail m'a passionnée, parce qu'il y avait des liens évidents entre nos univers d'instruction et romancier, surtout que moi je m'intéresse aussi beaucoup à la sociologie et le juge aussi fait un travail de sociologue, puisque avec tous les gens, toutes les parties avec lesquelles il travaille, il essaye aussi de reconstituer des parcours de vie, des parcours de société. Il essaye de comprendre ce qui se joue à un moment donné dans une société. Oui, bon, merci beaucoup. Et puis pour le livre aussi, voilà, qui réussit à être à la fois très complexe et complètement limpide, voilà, et auquel je continue à penser quelques mois après. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la présence justement de cette histoire d'amour? Comment vous avez choisi quel type d'histoire d'amour, quel type de relation amoureuse? Parce que c'est vraiment à la confrontation de ce côté très, très documentaire, et puis romanesque, dans les sens du terme, qui a vraiment quelque chose qui était sûrement à travailler de façon spécifique. C'était un pari, c'était un défi, hein, c'était un pari délicat. Mais j'étais déterminée à ne pas choisir la voie du documentaire. Je me suis dit, je ne suis pas la plus légitime pour le faire. Par contre, je suis vraiment romancière. Et tout ce qui est ressort romanesque, construction d'une intrigue, ça m'intéresse. Ça m'intéresse en tant qu'écrivain, mais ça m'intéresse aussi en tant que lectrice. Moi, j'aime bien être emportée aussi par une histoire. Tout à l'heure, Alexandre parlait de Philippe Roth, par exemple, quand il écrit La Tâche. C'est un roman qui pose des grandes questions politiques et sociales contemporaines, mais c'est aussi un roman d'amour, c'est un roman de désir, c'est un roman qui vous emporte avec des codes narratifs et romanesques très précis. Et moi, c'est vrai que ce sont les romans que j'aime, c'est-à-dire des vrais romans, mais qui racontent, qui posent des enjeux de société. Donc, l'idée d'introduire une histoire d'amour, c'est-à-dire un conflit et un dilemme supplémentaire dans une histoire en imaginant une liaison entre une juge et un avocat pénaliste qui serait à un moment donné, qui a un conflit d'intérêts entre eux, c'était intéressant parce qu'il faut rappeler quand même que la littérature, c'est le conflit. C'est toute œuvre, d'ailleurs, au cinéma, on vous dira la même chose. Qu'est-ce qui nourrit un bon scénario? C'est du conflit. C'est comment je vais placer mon personnage dans une situation d'embûche, de difficulté, de conflit.
Et donc, j'ai rajouté évidemment un conflit d'intérêts supplémentaire qui plaçait ma juge dans cette difficulté-là. C'était aussi un moyen pour moi de parler du rôle de l'avocat de la défense, que je trouve très intéressant. Parce que surtout sur les questions terroristes, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais comment vous pouvez défendre un terroriste, quelqu'un qui a commis un tel acte ?» Or, c'est précisément le rôle de l'avocat de la défense, de défendre l'indéfendable et d'être le dernier rempart aussi. Donc, si vous voulez, c'est dans une démocratie. Donc ce portrait de l'avocat pénaliste, je voulais l'intégrer et c'était plus facile, entre guillemets, de l'intégrer de cette façon que de le voir ponctuellement juste dans un interrogatoire où il n'y avait pas, à part d'incarner son métier. Mais moi, j'avais choisi de me placer du point de vue de l'instruction. Donc, il a forcément moins de place qu'à l'audience, au procès d'assises, où là, il est très présent, mais je l'avais déjà fait pour les choses humaines. Donc, voilà, donc j'ai voulu, y compris d'ailleurs dans la trame romanesque avec la fille de la juge, enfin, je ne veux pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais c'est vrai que j'avais envie de tirer des fils narratifs et romanesques très, très précis, au risque d'ailleurs aussi, enfin, ça peut être déstabilisant pour un lecteur. Je vous dis, c'est sûr que c'est une matière délicate. Hein, quand Yasmina Kadra, il y a quelques années, a fait l'attentat, j'imagine qu'il a été confronté aussi à ce genre de difficultés. Et quand on travaille sur une telle matière, c'est très compliqué. Et encore une fois, ce qui m'aidait, c'était la conviction que, encore une fois, que le roman pouvait aussi créer cet espace de débat. Et donc, Et des questions du public à distance. De Charmiane. Chère Madame Thuil, j'aime énormément vos livres. J'habite en Israël et j'étudie à Bar-Ilan, département français, et vos livres sont au programme. Dans Les choses humaines, vous citez les attaques terroristes par nom, NON, et aussi au procès, il y a le cas du faux témoin. Aussi, dans le film, le terrorisme n'a pas été évoqué. Dans les choses humaines? Dans Les choses humaines, vous citez les attaques terroristes par nom. Ah oui, non, je ne cite pas les noms. C'est-à-dire, je parle des attentats de 2012 sans citer le nom de Mohamed Merah, c'est ça? Peut-être que vous ne citez pas les noms. Oui, je ne cite pas les noms. Je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas voulu citer les noms, donc j'avais été très marquée par cette rencontre avec Samuel Sander, je l'ai dit, par la violence de cet homme, et puis par les attentats déjà de 2012, vraiment très traumatisée. Et je ne voulais pas que dans mon livre, il y ait le nom d'un terroriste qui figure. Donc, d'ailleurs, même en interview, bon là j'en parle maintenant, mais au cours des entretiens, j'essayais de ne pas prononcer leur nom parce que je considérais qu'on leur donnait trop d'importance dans les médias, alors que, d'une certaine façon, il fallait les oublier, qu'ils n'existent qu'à travers leurs actes. Je ne voulais pas qu'ils soient nommés, parce que les nommer, c'était vraiment leur donner une existence tangible et une importance qu'ils ne méritaient pas. Il poursuit donc aussi. Dans le film, le terrorisme n'a pas été évoqué. Alors ça, c'est pas assez. Yvan Attal, c'est vraiment quelqu'un qui est très touché par ces questions-là, donc c'est pas pour ces raisons. Simplement, il a dû faire des choix parce qu'un film, forcément, vous devez couper certains éléments du roman et donc il n'a pas pu évoquer, si vous voulez, tout l'historique de la famille de la victime de Mila. Donc dans le roman, je raconte que cette jeune fille avait été victime de terrorisme à l'école aux Aratora en 2012 et que sa famille, après ça, avait quitté Toulouse pour fuir, pour s'installer en Israël. Et ça, c'était des choses que j'avais vues autour de moi, donc j'avais voulu le raconter. Et je raconte aussi que cette famille n'a pas réussi à vraiment s'intégrer en Israël et donc est rentrée en France. Mais ça faisait beaucoup d'éléments, donc il ne les a pas conservés dans le film. Mais dans un roman, c'est vrai que c'est intéressant de raconter l'historique des personnages. Denis? Je vais rebondir sur votre
sur la question qui était posée et votre réponse. Ça me fait penser au discours du président de la République aux Invalides après l'attentat de Trèbes où Beltrame a été tué. Et dans son discours, c'était très frappant, et la référence est évidente à 2012, il a dit « Je ne veux pas qu'on se souvienne du nom de l'assassin, du terroriste, je veux qu'on se souvienne du nom du héros. » Ce qui a d'ailleurs été intéressant parce que c'est aussi le moment où à la figure de la victime qui est centrale depuis le milieu des années 80, quelle que soit la thématique, et on pense évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, se rajoute la figure du héros dans une configuration mixte. Et là, on retrouve en fait en écho, parce que ce qu'il y avait derrière, c'est évidemment le souvenir de 2012, non seulement le fait qu'on ait oublié les noms des victimes, mais ça en est évidemment un exemple, et on sait bien qu'il y a eu des rebondissements encore récents dans la campagne présidentielle, un candidat qui avait été incapable de prononcer son nom parce qu'il avait complètement oublié, mais en revanche, le nom du terroriste avait diffusé, et le drame, c'est que c'était devenu une figure héroïque dans certains segments de la société. Donc, je pense que vous avez un peu le même point de vue, et c'est un peu aussi votre objectif. Bon. Ça, c'est mon petit commentaire. Là, les deux petites questions que je voulais vous poser, la première, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes confronté au réel, à un réel qui vous rappelle votre écrit, comme par exemple, vous vous trouvez avec un prof assassiné à Arras par un islamiste qui avait été contrôlé la veille. Ça, c'est une première question. La deuxième, comment les juges ont reçu votre livre? Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, enfin, ça fait écho évidemment à ce travail-là. Et en plus, je suis toujours en contact avec les juges. Donc, eux aussi, ça réveille à chaque fois leur douleur, enfin, chaque épreuve qui a pu représenter l'une de ces affaires. Moi, ce qui me choque aussi, c'est que d'une certaine façon, on s'est presque habitué à cette violence. C'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que qu'on ne soit pas tous dans la rue quand un drame pareil se produit. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même des professeurs qui sont décapités en France parce qu'ils enseignent. Il y a eu ce couple de policiers aussi qui avaient été assassinés chez eux alors que leur enfant était présent. Enfin, c'est vrai que c'est cet emballement, on voit avec l'actualité aussi contemporaine, c'est-à-dire qu'on a l'impression que il n'y a jamais de limite à la barbarie. Enfin, je suis un peu sidérée en réalité, je ne sais même pas comment répondre à votre question parce que en ce moment, c'est comme si le réel était tellement, enfin, on était dans un tel niveau de barbarie que je ne sais même pas si dans une fiction, je pourrais raconter ce qui se passe. Ça, c'est pour votre première question. La deuxième, il a été bien accueilli par les juges, heureusement, parce que j'étais très, très angoissée à le début en lecture. J'avais fait lire sur manuscrit qu'à 2 juges, pas aux 5, parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'erreurs factuelles ou des choses qui ne devaient pas être dites. Et oui, ils ont beaucoup aimé le livre. D'ailleurs, par la suite, j'ai fait notamment une rencontre à l'ENM à Bordeaux avec un des juges qui m'avait. Heureusement d'ailleurs qu'ils m'ont aimé parce que
Donc, on a une autre question. Donc, Anne-Marie, bonsoir et merci pour cette conversation. Une question pour Karine Thuil. Y a-t-il eu de l'indicible lors de l'écriture de la décision, une forme d'autocensure? Si c'est le cas, était-ce à cause du lecteur, de la lectrice que vous imaginez? Oui. Il y a eu deux fois une forme d'autocensure. Des choses que les juges m'avaient racontées, que je ne pouvais pas raconter pour ne pas blesser les victimes ou les familles de victimes. Mais ce n'était pas sur les attentats, c'était sur d'autres affaires. Et puis après, des éléments qui, voilà, pour la sécurité, qui étaient un peu des éléments que j'aurais pu intégrer dans la narration, mais que je n'ai pas dévoilé, là aussi pour des raisons de sécurité. Donc, on m'a dit, mais ne mets pas ça dans un livre. Et voilà, je ne l'ai pas mis, mais sinon, non, pas du tout. Mais voilà, je ne voulais pas heurter les victimes ou les familles de victimes. Vraiment, je voulais éviter le sensationnel ou quelque chose qui... Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, il y a un interrogatoire entre... enfin, il n'y a pas un interrogatoire, un échange entre un agent du renseignement et le tueur. Et là, par exemple, je me suis inspirée du véritable entretien qu'il y avait eu entre Mohamed Merah et l'agent qu'il avait au moment de son arrestation. Et ça avait été diffusé dans Libération, l'intégralité quasiment, pas tout, mais une grande partie de cet échange. Je n'aurais pas osé l'inventer complètement moi-même. Voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ensuite, nous avons un commentaire, je dirais un commentaire, une observation d'une dame qui se trouve à distance. Bonsoir, madame. Vous disiez que vous n'oseriez pas questionner des victimes pour écrire des livres, mais pourtant, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'écrivains et de journalistes pour écrire sur le terrorisme ou tel attentat. Une observation. Oui, mais si vous voulez, ma grande crainte, c'était l'opportunisme. Je ne voulais pas écrire un livre opportuniste. J'ai vraiment écrit un livre pour questionner et pour comprendre. Donc, je ne voulais pas que les victimes aient le sentiment que j'ai utilisé d'une certaine façon leur propre souffrance pour l'intégrer dans un roman. Ça me mettait mal à l'aise. Ça ne veut pas dire que j'ai lu beaucoup de témoignages de victimes, j'en ai lu énormément. Mais voilà, je ne voulais pas utiliser cette confrontation parce que vous devez créer, quand vous travaillez sur un sujet, il y a forcément une connivence, une complicité qui se tisse avec les gens qui vous confient leur vie, qui vous parlent de leur travail, qui vous parlent d'eux. Et vraiment, je ne voulais pas utiliser cette corde-là. C'est une petite remarque qui me vient à propos de l'éviction du nom des terroristes. Ça me fait penser à cette peine judiciaire qu'en 356 avant Jésus-Christ, les juges grecs avaient infligé à quelqu'un dont on connaît quand même malgré tout le nom, qui s'appelait Hérostrat, celui qui avait mis le feu au temple d'Artémis à Éphèse, et dont la peine, outre l'exécution, était le bannissement de son nom de tous les récits qui en étaient faits. Damnation mémorielle. Pardon, hein? La damnation mémorielle. Très classique chez les Romains. Voilà. Et donc, donc c'était précisément par ceux qu'ils ressentaient comme un acte terroriste. Et donc, cette stratégie judiciaire est donc attestée formellement. Donc, en tant que romancière, vous prolongez une longue tradition finalement face à ce qui semble intolérable, indicible, insupportable. Monsieur? Moi, ce serait plutôt une remarque, notamment une remarque aux collègues du programme 13 novembre. Lorsque l'on travaille à partir des entretiens de l'étude humide, comme le nom de tous les témoins sont anonymisés, sont remplacés,
pseudonymisés, si je peux me permettre. Les seuls noms que l'on pourrait citer, ce sont ceux des terroristes. Et on ne peut pas citer ceux des héros. Ouais, enfin, ça, c'est un principe qu'on s'est donné pour RGPD, mais aussi Et en c'est accord, En sciences humaines et sociales, oui, d'emblée avec, enfin, au début du protocole. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand vous interviewez monsieur Y, virgule, étant président de la République, et donc c'est une pseudonymisation est un peu limitée. C'est pas la peine de l'appeler Arthur, on peut quand même l'appeler François, et c'est pas un problème. tous les personnages publics sont cités, mais tous les victimes ne voilà. sont pas anonymisées. Victimes Exactement. décédées. Et donc, voilà, il y a toute une série de précautions qui sont données, mais effectivement, il y a un engagement de confidentialité. Après, il sera toujours possible en accord, à un moment donné, en accord avec les victimes, avec les rescapés, et aussi les parents endeuillés et autres, de passer, de sauter cet obstacle si ça semble nécessaire. Mais de fait, c'est pas nécessaire. Et on oblitère le nom, mais le personnage et son récit sont au cœur de ce qu'on récolte. Hein. Donc c'est une c'est remarque. pas la même chose. C'était pas du tout un reproche. Hein, c'est une différence d'approche. Ça me fait penser que dans la continuité du débat qu'on a eu, là, depuis ce matin, c'est le. Il y a des choses que vous vous interdisez de dire, de raconter, y compris sur, vous disiez, sur les scènes de crime. Si on est confronté aux mêmes questions, à partir de quand on franchit le pas de la fiction? Et jusqu'où va la fiction? Et est-ce que ça évolue avec le temps? Parce que ça fait quand même quelques ouvrages que vous avez écrits. Est-ce que avec le temps, cet interdit-là saute? Je m'interdis pas grand-chose, mais c'est vrai que enfin, être racoleur, être voyeur, être exhibitionniste, j'avais pas sur la souffrance, le malheur des autres, c'est quelque chose que je n'avais pas envie de. Donc j'essaye d'éluder, j'essaye de raconter par d'autres moyens, parce que j'ai quand même aussi ce souci-là, sur des sujets aussi sensibles, et puis tellement, enfin, c'était hier, 2015, c'était hier, donc je ne vais pas porter. Dernière question derrière, peut-être, on s'approche de 18h30. Pour prolonger ce qu'on disait sur l'indécidable et le rapport des juges à cette élucidation à travers le langage, dans les choses humaines, moi, ce qui m'a fait vraiment rendu fou, c'est de voir que il y a les viols horribles qui sont objectivement, très clairement des viols de la part de. Mais j'ai l'impression que dans les choses humaines, il y a un truc un peu plus de l'ordre aussi du langage et du récit que la victime fait du moment du viol, en fait. Parce que moi, il y a un moment dans le roman où j'ai cru que Alexandre et Mila, ça allait être une histoire d'amour et que ça. Et en fait, non. Et en plus de ça, je trouve qu'au début, on ne perçoit pas à quel point ça va être mal vécu, ce moment va être mal vécu par Mila. Alors, pardon si j'ai des inexactitudes, ça fait un peu longtemps que j'ai lu le roman, mais il me semble qu'il y a vraiment ce truc d'un coup, un récit qui arrive, qui n'est pas un récit auquel on s'attendait a priori. Et j'ai l'impression que du coup, les victimes font aussi leur récit de ce qui se passe, d'une réalité qui peut être dissonante par rapport au récit
de l'accusé. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une querelle de récits aussi, et je trouve ça génial de faire droit en fait, à cette complexité et à cette opacité. Mais est-ce que, je sais pas, En réalité, ce sont des choses que j'ai vues à l'audience. C'est pour ça que j'ai voulu raconter les choses dans toute leur complexité, parce qu'à l'audience, dans 80% des affaires, c'est parole contre parole. Vous avez des récits qui s'opposent avec des lectures. Parce que quand il n'y a pas de témoins, quand il n'y a pas. Parfois, il n'y a pas de preuve vraiment très grande de la violence. Donc, c'est le récit de quelqu'un et qui vraiment. C'est une victime qui a été violée. C'est-à-dire que son récit, c'est un récit de souffrance. Puisque quand vous allez à la police, que vous répétez des dizaines de fois votre témoignage, que après vous allez à l'audience, vous attendez pendant des années, c'est votre vie qui est brisée. Donc, elle est portée par quelque chose de sincère, de profond. Elle a vécu cela. Et en face, vous avez effectivement parfois des accusés qui sont pas dans le même vécu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'audience, qui est ce phénomène de la sidération. Donc, une personne qui est sidérée par ce qu'elle vit et qui ne peut pas et qui ne dit pas non. Et puis parfois, il faut bien rappeler aussi que c'est en quelques minutes ce basculement. Moi, j'ai assisté à des audiences où finalement, c'est un couple qui flirte, et puis à un moment donné, ça dérive, ça dévie en quelques instants. Ils ont bu un peu, il baisse son jean, il la pénètre, et en fait, elle ne voulait pas. Et c'est un viol. Mais lui, il dit, bah non, je sais pas, on flirtait, on était ensemble. C'est ce que j'ai décrit d'ailleurs dans Les choses humaines. Et l'accusé est dans le déni de ce qu'il a fait. Lui ne peut pas se percevoir comme ayant agressé, puisqu'il n'avait pas l'intention. Vous voyez, c'est cette idée d'intention. Elle joue beaucoup. Et je me souviens, j'avais rencontré un avocat qui est décédé malheureusement, Georges Kiechman, il y a quelques années, et on avait parlé de cette notion d'innocence et de culpabilité. Et il m'avait dit que même un coupable, quelqu'un qui a commis quelque chose, peut se vivre comme innocent. Pourquoi? Parce que, donc il va dire je suis innocent. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention de commettre cet acte, et donc il ne se voit pas, il ne veut pas se voir comme quelqu'un qui a commis un acte. Et puis, il y avait aussi un autre élément que je voulais développer dans ce livre, qui était, je crois qu'on arrive dans le domaine aussi de la sexualité avec chacun ses approches, ses univers, et c'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce personnage de Mila, qui vient d'un milieu juif orthodoxe, qui a un rapport au corps très particulier, qui rencontre Alexandre, qui lui vient d'une famille de gens qui ont une sexualité totalement libre. Il a une façon de s'adresser à sa maîtresse avec des mots obscènes qui, pour Mila, vont être interprétés différemment. Donc, j'avais envie de confronter aussi ces différences de langage. Mais encore une fois, ce n'était pas dans un but de choquer ou pour montrer quelque chose ou pour être démonstratif. C'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais vu à l'audience. Et j'aime bien le fait que la littérature, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, soit quand même le reflet de notre société à un instant T. Merci beaucoup, Karine. Je crois qu'on aura encore d'autres questions, et surtout pour ceux qui n'ont pas fait une envie démultipliée de te lire, et je vous invite à le faire. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain à l'Université américaine de Paris à 9h30, c'est ça, hein? Oui. 9h30. Et bonne soirée. Merci à vous.